Madame, Monsieur, bonsoir. Le mot a sonné comme une révolution en matière d'aménagement urbain au Bénin. Asphaltage, un projet d'aménagement et de réhabilitation des voiries urbaines primaires, secondaires et tertiaires. Le projet a métamorphosé l'infrastructure urbaine avec près de 400 km de routes construites dans nos grandes cités pour la phase A achevée en 2021. Tout le Bénin se modernise et devient de plus en plus attractif à la manette de tous ces grands chantiers. Le ministre José Tonato, de cadre de vie et des transports chargé de développement durable. Avec lui, nous allons essayer de percer le secret de cette réussite de modernisation de l'infrastructure urbaine avec à la clé une meilleure gestion des déchets dans nos maisons. Et pour cet exercice, je serai avec mon collègue Eric Guédenon de Canal 3 Bénin. Bonsoir Eric. William Tchoki, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Monsieur Guédenon, bonsoir Monsieur Tchoki. Bonsoir Monsieur le ministre. Merci de faire cet exercice de bilan avec nous tout au long de cette émission. Vous êtes pour les Béninois celui qui porte la responsabilité de la transformation de nos villes. Avant 2016, on avait encore souvenance de l'image que Cotonou présentait avec les ordures un peu partout. Nous sommes loin de cette image aujourd'hui avec un résultat plus satisfaisant. Quels sont les axes prioritaires sur lesquels le gouvernement a travaillé pour que nous ayons ce résultat? Merci messieurs, merci de me donner l'occasion de parler encore une fois des résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement depuis 2016 et je suis encore plus ravi que l'angle d'entrée que vous avez choisi soit la salubrité, la propreté, et donc le cadre de vie des Béninois, de nos compatriotes. Et je suis honoré que le président de la République m'ait confié le pilotage de ce secteur-là, qui est un secteur de visibilité à plus d'un titre. Vous avez dû le remarquer dès le 16 décembre 2016 que le programme de modernisation et de rénovation de la gestion des déchets était au cœur du lancement du programme d'action du gouvernement, donc c'est du PAG. Donc, on n'était pas uniquement parti sur les infrastructures, la voirie, l'assainissement, mais le gouvernement était déjà conscient que la question de la salubrité était une question essentielle et que ça participait vraiment de l'image de nos villes en général et donc de l'image du pays. Et qu'il fallait très tôt s'attaquer à ça, d'autant plus que vous l'avez dit vous-même, Cotonou, notre capitale économique, était dans un état d'insalubrité indescriptible. Ce n'est pas Cotonou seulement, la capitale politique Porto-Novo aussi, et les autres villes en général, notamment les chefs-lieux de département, étaient jonchés de tas d'ordures, de voies, de rues difficiles à pratiquer, surtout en saison des pluies, avec des zones inondables. Et c'est pour ça que le projet de modernisation de la gestion des déchets a été lancé dans sa phase pilote sur le Grand Nokoué. Aujourd'hui, la phase pilote a fait ses effets. Nous sommes déjà à Parakou et l'extension du projet est en phase de programmation pour voir selon quel rythme nous allons atteindre les autres villes. C'est quoi le projet de modernisation de la gestion des déchets? C'est d'abord décider de l'opérateur qui va gérer cette question. On avait le choix entre la mise en gestion déléguée de ce service qui est un service public où l'État créait sa propre structure et après avoir examiné plusieurs scénarios, compte tenu du niveau de responsabilité que le gouvernement voulait, il a été décidé que la société de gestion des déchets de la salubrité soit créée pour que l'État ait une prise directe sur l'opérateur et oriente ses actions et soit également en mesure de superviser et de contrôler, voire même de sanctionner si les choses ne se passent pas bien. Donc, il y a eu un opérateur. Ensuite, il y a eu la mise en place d'une architecture de gestion des déchets, les points de regroupement, les centres de transfert, les centres d'enfouissement technique qui sont ce qu'on appelle généralement les décharges finales. Nous en avons deux, nous avons Ouessé et nous avons Takon dans le Grand Nokoué. Et donc, après la construction de ces infrastructures, il y a eu l'acquisition de matériel roulant. C'est la première fois de mémoire qu'on voit sous nos cieux au Bénin et dans la sous-région une acquisition de matériel roulant lourd
ce qu'on appelle les BOM, bennes ordures ménagères, les camions ampli-roll qui soulèvent les bennes sur les lieux de dépôt des déchets. Nous avons fait plus de 40 milliards d'investissements. Avec la construction aujourd'hui, sur 4 ans, ce secteur-là a bénéficié d'une centaine de milliards d'investissements de nos francs, avec la mobilisation d'une équipe, d'un ensemble de PME, PMI, qui proviennent de la transformation des ONG qui opéraient déjà dans le secteur des ordures ménagères. Donc on leur a demandé de transformer pour pouvoir opérer comme des PME. Et sur le Grand Locaux, aujourd'hui, je suis par Parcours, c'est près d'une centaine de PME, PMI qui interviennent dans la gestion des déchets, dans la salubrité, dans le curage des caniveaux et globalement dans le transport aussi et dans la gestion des lieux d'enfouissement technique. Vous verrez que tous les soirs, toutes les nuits, à partir de 22 heures pour certaines zones, 23 heures pour d'autres, les gens sont déployés, ils travaillent jusqu'au petit matin et quand nous nous réveillons le matin, nos villes sont propres. Alors, monsieur Musi, c'est vrai que c'est une action qui rend nos villes plus propres, où on est fier de marcher dans nos différentes villes, mais il y a un problème, c'est vrai, on débarrasse ces villes de déchets, mais la plupart de ces déchets sont enfouis. On s'est dit, mais on pouvait quand même récupérer, faire le tri par exemple, avoir les déchets organiques qu'on peut transformer en compost et enrichir encore nos sols. Est-ce que pour le moment, cette partie... Vous avez parfaitement raison. Dans le programme, la valorisation pour réduire le volume de déchets à enfouir est intégré au programme. Et le programme ambitionne de valoriser à terme, au bout de 7 ans, 70% des déchets collectés. Nous savons nous-mêmes que c'est très ambitieux. Nous sommes en train d'avancer progressivement. C'est pour ça que vous allez voir que les premiers centres de transfert qui ont été construits n'avaient pas de banc de tri. Aujourd'hui, les nouveaux centres sont équipés automatiquement de bancs pour trier les déchets et permettre que la valorisation se fasse. Et nous sommes également en train d'équiper les anciens centres de transfert de bancs de tri. Donc le volet valorisation fait partie des préoccupations que nous avions, mais c'était quoi l'urgence? L'urgence, c'était d'abord de débarrasser nos villes des déchets. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons détruit plus de 1000 dépotoirs sauvages de déchets dans le Grand Locoué. Plus de 1000. Donc, c'est incroyable. C'était ça, nous l'avons fait. Il fallait sortir d'abord le déchet, rendre les villes propres et réfléchir ensuite à la valorisation. Et nous sommes là maintenant que le modèle de gestion d'enlèvement et d'enfouissement est plus ou moins stabilisé. Nous abordons les phases d'amélioration du dispositif, dont la valorisation, qui est fondamentalement prise en charge. Je peux vous garantir que... Alors, monsieur le ministre, il serait difficile de vous contredire sur la mobilisation des équipes pour le nettoyage de nos villes, parce que nous les voyons, nous les côtoyons. Il est dit que ce service, c'est l'État, à la date d'aujourd'hui, qui finance cela, et que plus tard, ça va être le tour des citoyens. Hein. Aujourd'hui, on a vu des simulations de montants qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Où est-ce que nous en sommes précisément? Nous sommes prêts. Nous avons passé du temps à consolider le modèle économique. Jusqu'à la facturation, nous sommes prêts. Vous avez dû observer que depuis le 1er janvier, la facturation est opérationnelle, en tout cas dans toutes les zones qui sont relativement maîtrisées. Pourquoi nous avons pris du temps? Aujourd'hui, la décision a été de ce que c'est l'État qui va porter l'investissement. Tout ce que je vous ai dit, j'ai parlé de 100 milliards, j'ai parlé de matériel roulant, on est en train de construire la base logistique aujourd'hui à Papa, où on va garer les grands camions, où tout sera organisé avec un garage d'entretien. Tout ça est en cours. L'investissement, l'amortissement de l'investissement, le remboursement de la dette ne peut pas être imputé à l'exploitation du dispositif, sinon ça coûterait trop cher. Donc l'État a pris sur lui de porter la dette et de payer. Maintenant, ce que nous sommes en train d'expérimenter, parce qu'on a lancé depuis le 1er janvier, on est en phase d'évaluation pour décider définitivement, c'est l'exploitation. Et on souhaiterait que les redevances que payent les ménages soient en mesure de couvrir tout au moins l'exploitation. C'est possible? Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce que nous prélevons par rapport au montant dont vous parlez permet de couvrir le tiers des charges.
Seulement le tiers. Ça veut dire que l'État continue de subventionner les 2 tiers de l'exploitation et de payer la dette des investissements. Est-ce qu'on va continuer à le faire comme ça, monsieur le ministre? Ce que nous souhaitons, c'est que la subvention de l'État diminue progressivement. Okay. Mais comme la salubrité est une exigence incontournable, non négociable, et que la santé est au-dessus de tout, nous ne pouvons plus permettre que Cotonou, le Grand Nokoué et les autres villes qui sont en train d'être impactées reculent à l'état d'insalubrité dans lequel ces villes se trouvaient. Donc c'est une obligation pour l'État. Pendant les 4 ans où on n'a pas payé, on n'a pas perçu de redevance, c'est l'État qui a assuré. Pour rôder le dispositif, pour s'assurer que tout va bien, maintenant nous sommes à Parakou, en plein déploiement, nous allons encore aller ailleurs, mais aujourd'hui nous sommes prêts pour que les populations, les ménages payent. Ce n'est pas une nouveauté pour les ménages. Les populations ont l'habitude... peut faire grincer les dents au niveau des ménages. Oui, il y a 10 ans, les ménages payaient 2 000, 3 000, 1 500, selon les zones, selon ce que percevaient les ONG qui ramassaient les déchets. Mais on ramasse les déchets chez vous à 3 000 francs le mois, on l'enfouit à 20 mètres de chez vous dans un bas-fond pour empoisonner votre nappe phréatique et ça revient dans votre puits que vous avez à la maison. Les problèmes de santé étaient énormes. Aujourd'hui, c'est toute la filière qui est mise en place depuis l'enlèvement du déchet jusqu'à l'enfouissement. Donc, les villes sont débarrassées totalement et c'est une question d'hygiène, de santé. Ce que nous demandons aux ménages de payer ne sera jamais aussi important que ce que ces ménages payaient pour des problèmes de santé dus à la mauvaise gestion des déchets. Nous sommes sur une grille qui part de 3 000 francs, qui est assez proche, voire moins que certaines zones. Avant, vous rentrez dans les quartiers comme Cocotier, les gens payaient déjà 10 000. Moi, je connais des ONG, j'ai de la famille dans ces zones-là où les gens payaient déjà 10 000. Mais aujourd'hui, c'est 30 000 francs, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est 30 000 pour le service qui est apporté. Regardez la qualité du service. C'est le nombre de fois qu'on passe pour ramasser les déchets, le traitement qu'on fait de ces déchets et l'infrastructure qui est déployée pour faire une gestion sûre, performante et durable des déchets. Et quand vous devez sortir 30 000 francs pour que votre cadre de vie soit propre, c'est mieux qu'avoir à sortir 100 000 francs, 200 000 francs pour aller se soigner parce qu'on est malade de notre environnement. Deuxièmement, ce n'est pas je choisis de payer ou de ne pas payer. Je n'ai pas choisi de faire enlever mes déchets ou de ne pas le faire enlever. L'environnement n'a pas de frontières. Si vous enlevez vos déchets et que votre voisin n'enlève pas les siens ou il les enterre chez lui, vous n'avez rien fait. À partir de ce moment-là, c'est une obligation. C'est sûr, on a vu quand même que cette action de salubrité a donné l'image, a changé l'image de notre pays. Tout le monde est content de ça. Tout le monde, il faut que nous nous mobilisions pour rendre ce système viable et durable. Une ville durable, cela se fait à travers le ramassage des déchets. Et puis Cotonou aujourd'hui est cité comme exemple ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Ariane Da Silva est allée dans les rues de Cotonou, a pris quelques images. Voici son reportage. Ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou. La métropole économique du Bénin figure sur la liste des 30 villes africaines les plus attractives classées par Jeune Afrique Intelligence Unit. Le même classement révèle que le centre administratif et commercial du Bénin est la 6e ville la plus propre d'Afrique après Kigali au Rwanda, en tête avec une note de 9,5 sur 10. Elle est suivie de Rabat au Maroc, d'Alexandrie en Égypte, de Gaborone au Botswana, du Cap en Afrique du Sud et de Cotonou au Bénin avec une note de 7,3 sur 10. C'est un résultat qui témoigne des efforts consentis par les structures centrales et délocalisées, les initiatives privées ainsi que la prise de conscience en faveur de l'amélioration du cadre de vie au Bénin. Cotonou se transforme et bouge. Elle est aujourd'hui plus propre que plusieurs autres villes d'Afrique. Pour réaliser cette évaluation, Jeune Afrique a mené l'enquête auprès d'un échantillon de près de 2000 personnes. Elles ont livré leur perception de la propreté des villes concernées sur une échelle de 0, extrêmement sale, à 10,
parfaitement propre. La propreté urbaine est un service public du quotidien, un élément important de l'image d'une ville. Elle serait aussi le signe de l'efficacité de la gouvernance. Monsieur le ministre, comment vous réagissez à ce classement Cotonou, ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest? Je suis heureux, satisfait que les efforts que nous sommes en train de faire portent des fruits et qui sont reconnus à l'international. Mais je ne me satisfais pas encore de la place de Cotonou, du Grand Nokoué. Nous avons encore des villes telles que Kigali, nous ambitionnons d'être le premier de ce classement et je pense que dans 2-3 ans, ce sera possible. En tout cas, nous allons travailler à ça. Nous ne détenons pas les critères de classement et de notation. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Et les exigences du président de la République qui orientent notre action sont très élevées. Et la pression vient du fait que lui-même est le principal contrôleur. Il n'hésite pas à descendre sur le terrain pour aller voir si tout ce que nous avons prévu et pour lequel nous sommes instruits, si tout se passe bien. Et il ne manque pas de rappeler aux uns aux autres que tel aspect n'est pas suffisamment. Donc, c'est quelque chose qui commence à rentrer un peu dans notre culture de nous occuper correctement des choses que nous avons décidé de faire. Et je suis persuadé que le classement qui va venir dans 2-3 ans placera autrement Cotonou de façon plus positive. Vous avez vu que c'est cette propreté-là qui valorise les infrastructures qui ont été faites. Si vous construisez des routes, vous construisez des caniveaux, et que ces caniveaux sont engorgés de déchets, ils ne pourront pas fonctionner. Donc, ce nettoyage, cet entretien, qui est la dernière touche, c'est comme si vous êtes, excusez-moi de parler ainsi, vous allez, vous sortez, vous n'êtes pas très propre, vous voulez sortir de la maison, vous prenez un habit, vous mettez dessus, vous sortez, tout le monde verra que vous n'êtes pas bien mis. C'est important, après avoir fait les efforts colossaux en matière d'investissement en infrastructure, que la salubrité vienne comme la clé de voûte et ensuite permettre que nous ayons un meilleur cadre de vie et une meilleure santé. Alors, Monsieur le ministre, l'autre bombe sur laquelle nous sommes assis, c'est bien sûr les boues de vidange. Avant 2016, c'était vraiment une véritable catastrophe. Depuis 2016, on sent une certaine volonté de gérer au mieux ces boues de vidange. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire, Monsieur le ministre? Sûrement, on peut toujours mieux faire parce que, comme on le dit dans le sport et dans les Jeux olympiques, il y a toujours de la place pour aller plus vite, plus haut et plus loin. C'est ça. Merci pour le mot. Nous avons aujourd'hui quand même sérieusement, substantiellement, si je peux parler ainsi, amélioré la situation du Grand Nokoué. Avant, en 2016, on avait un bout de station de traitement de boues de vidange qui n'était plus aux normes parce que mangé aux 2/3 par l'érosion côtière, l'opérateur privé qui était dessus se débattait pas mal, mais c'était une véritable bombe, un déversement illicite dans la mer comme pollution de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons 2 stations de traitement de boues de vidange dans le Grand Nokoué, une à Semenpodi, une à Calavi, et la capacité de ces 2 nous permet d'envisager sereinement l'avenir, les 10-15 années qu'il y a devant nous. Même si la population venait à être doublée? Même si la population venait à être doublée. C'est intégré dans le dimensionnement de ces 2 stations-là, qui sont également aujourd'hui gérées par la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nord. Donc voilà, c'est stable. C'est 2 technologies différentes que nous sommes en train de comparer pour voir quelle est la technologie qui sera la plus adaptée pour notre zone. Mais je crois que dans le Grand Nokoué aujourd'hui, la question est sous contrôle. Ça concerne Cotonou, bien sûr, mais ça concerne également Porto-Novo, Semenpodi, Abomey, Calavi et Ouida. Nous sommes en train d'installer déjà la 3e station de traitement de boues de vidange à Parakou. C'est la ville que la SGDS traite aujourd'hui en dehors du Grand Nokoué. Mais dans le PAG2, nous avons une programmation qui prend en compte, par exemple, le binôme, la conurbation Abomey-Boyikon, et les autres chefs le département, comme on est en train de faire aujourd'hui pour d'autres projets comme l'assainissement pluvial. Vous avez dû entendre parler du PAPVS et autres, où nous ne traitons pas que la métropole, nous traitons également
les principales villes, les principaux centres urbains de l'ensemble du territoire national, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le pilier 3, c'est améliorer les conditions de vie des populations du Bénin, assis sur l'as secte qui est l'aménagement équilibré de l'ensemble du territoire national. Donc nous sommes en charge de l'intermédiation en termes d'aménagement du territoire, et donc nous nous occupons du fait que ce soit un développement territorial et que tous les territoires et sous-territoires soient pris en compte dans les actions. J'aurai l'occasion de le développer davantage sur les autres projets du PAG. Alors, Monsieur le ministre, il y a un gros projet, c'est asphaltage. Au départ, on parlait de beaucoup de maquettes, mais ces maquettes aujourd'hui se sont matérialisées. On a vu un peu ce que vous faites. On a dit près de 400 km de routes construites. Mais est-ce que vous pensez que tout est fini ou bien il y a des choses à compléter pour finaliser ce projet d'asphaltage qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Béninois? Monsieur Tchoki, la phase 2 est en cours déjà. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Nous avons une phase 2 qui est en cours pour un peu plus de 200 km encore. C'est dans ce cadre que, à Papa, le quartier Jacques, allant jusqu'à l'ancien hôtel PLM Alédio se fait. C'est dans ce cadre que Toufi-Rousset est en travaux aujourd'hui. Il y a encore l'intérieur de Cotonou, tout ce qu'on appelle le quartier culturel créatif, le QCC, là où on va installer le quartier culturel créatif. Ça va se faire. Vous avez dû observer que dans le Grand Nokoué, il y a des travaux à Bomé-Calavi. À Bomé-Calavi, dans la phase A, nous avons eu beaucoup de problèmes parce que tous les lotissements n'étaient pas stabilisés, donc les voies n'avaient pas d'emprise précise. On a aidé. Par l'action de l'assainissement des opérations de lotissement, on a aidé la ville de Calavi à clôturer la plupart des lotissements pour nous permettre de travailler. Vous verrez que dans cette phase B de l'asphaltage aujourd'hui, Calavi a le gros morceau, comme Cotonou l'avait dans la phase A. Donc nous faisons les axes principaux d'Abomey-Calavi. Nous intervenons également dans d'autres villes secondaires. Nous avons investi Kandi, nous avons investi Djougou. Aujourd'hui, asphaltage, ce n'est plus Cotonou et le Grand Nokoué, mais c'est une quinzaine de villes sur tout le territoire national, depuis le sud jusqu'au septentrion. C'est un maillage territorial assez équilibré pour que, après la métropole, on ait quand même des pôles de développement par zone. Et voilà un peu le projet asphaltage. Vous avez vu la qualité des routes des rues qui sont construites. C'est une durabilité, pas de 5 ans avec des trous comme on le faisait avant, que ce soit en revêtement bitumineux comme en pavé. C'est des routes qui sont construites pour au moins 20-30 ans. Ça veut dire quoi? Que nous avons le temps, en faisant l'entretien de ces routes-là, de les laisser se reposer, d'aller attaquer d'autres villes avant de commencer à gérer des questions d'entretien routier. L'autre aspect qui garantit également la durabilité des rues, c'est l'assainissement. Et vous avez vu le grand programme d'assainissement pluvial de Cotonou qu'on appelle PAPC. Si vous faites des routes et que vous ne faites pas d'assainissement, ces routes ne vont pas durer. Parce qu'il faut éviter que les voies revêtues soient envahies par les eaux d'inondation. C'est pour ça que le programme d'assainissement est fondamental. On est en train de finir Cotonou avec le PAPC. L'assainissement pluvial de Cotonou était planifié à un horizon assez loin, 2038, dans toutes les planifications qui étaient là avant 2016. Nous l'avons ramené et là, en 2025, le PAPC va clôturer dans de très bonnes conditions. Vous voulez dire qu'à la fin de cette année, on va boucler le PAPC? On aura fini le PAPC et la question de l'assainissement pluvial de Cotonou. Vous avez dû observer également que... Vous faites une grosse annonce. On est su d'être dans les délais. Vous avez vu ces 2 dernières années, en tout cas moi j'ai beaucoup suivi 2023-2025. Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler d'inondation dans Cotonou? Contrairement à ce qui se passait avant. C'est vrai que... Parce qu'il y a les collecteurs sont implantés, les bassins de rétention, les exutoires sont construits. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Et aujourd'hui, nous avons le temps, nous avons lancé le PAPVS qui concerne l'ensemble de tous les chefs-lieux de département en assainissement pluvial. Parce que nous avons apporté l'asphaltage là-bas. Si on n'apporte pas l'assainissement, les routes que nous avons construites ne vont pas durer.
Et nous avons plusieurs partenaires qui nous accompagnent. En plus des ressources du budget national, tous les partenaires sont mobilisés. Le PAPC, ça a été les 6 partenaires majeurs comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque ouest-africaine de développement, l'Agence française de développement, la BEI, la Banque européenne d'investissement et la BID, la Banque islamique. On avait les six grands. Pareil sur le PAPVS, nous avons la BEI, nous avons la BAD, nous avons la BOAD, nous n'avons pas Vous avez allié tous les partenaires. Mais la Banque mondiale est sur d'autres fronts. Et la résilience, c'est tout ça. La résilience, vous avez dû l'observer, c'est aussi une lutte conséquente, cohérente contre l'érosion côtière, parce qu'il faut préserver, et ensuite contre les inondations. C'est en ce temps que c'est avec ça qu'on parle finalement d'infrastructures résilientes. Et il y a d'autres projets qui complètent ce que nous avons fait en asphaltage et autres, comme le PAVIC, le programme d'adaptation des villes au changement climatique, qui viennent renforcer tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un maillage où les choses se complètent et pour que finalement, avec l'ensemble des projets qui sont mis en œuvre, on ait couvert vraiment toutes les surfaces critiques. Cependant, sur le projet asphaltage, nous avons 117 communes, nous avons d'autres communes qui piaffent d'impatience, n'est-ce pas, d'avoir ce projet dans la ville. Nous sommes en train de finir le mandat de Patrice Talon. Est-ce qu'ils ont encore un espoir d'avoir asphaltage dans la localité? Le Bénin ne s'arrêtera pas à la fin du mandat de M. Patrice Talon. C'est une action continue. Nous venons de très loin. Avant, on avait du saupoudrage qui ne rimait à rien du tout. On déposait 500 mètres de pavé au fin fond d'une petite bourgade quelque part. 500 mètres qui ne servaient à rien. La route, pour que ça ait un sens, il faut que ça relie un point A à un point B. Première chose. Aller faire, je vais prendre un exemple pour que ce ne soit pas perçu négativement, aller faire du pavage isolé dans une ville comme Grand Popo n'a pas de sens, même si nous sommes convaincus que Grand Popo a un potentiel touristique. Ce qu'il faut pour un État, c'est développer des pôles. C'est développer le grand pôle qui est le Grand Nokoué, c'est développer les pôles intermédiaires comme Parakou, Abomey-Boycon, Lokossa, les capitales, pour que les services essentiels dont les populations ont besoin puissent mailler le territoire. Celui qui sort de Grand Popo, il faut qu'il soit capable de trouver les services à Lokossa ou à Ouida au lieu de venir jusqu'à Cotonou. Celui qui sort de Ndali, par exemple, ou de Niki, il faut qu'il ait les moyens de trouver tous les services dont il a besoin à Parakou au lieu de venir jusqu'à Cotonou. Donc, nous avons opté pour le traitement des pôles pour développer l'ensemble du territoire et non le saupoudrage qui manque souvent de cohérence et de lien par rapport au développement du territoire qui n'est pas structuré et qui constitue, pour moi, c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Allez voir, moi, dans ma zone ou ailleurs, j'ai des bouts de routes pavées qui relient rien, qu'on a jeté quelque part pour faire plaisir à quelqu'un qui a demandé que le pavé vienne chez lui. Mais c'est un pavé qui ne sert à rien. Mais aujourd'hui, on ne tient pas compte de cela. On ne tient pas compte de ça. J'ai été expliquer ça aux honorables députés pour leur dire, pour demander leur soutien dans la démarche que le président a de développer de façon structurée le territoire. Et donc, le grand pôle, ensuite les pôles intermédiaires, et après, les autres villes du territoire national qui ont une interland, qui sont généralement des interlandes de production. Vous voulez dire que dans l'asphaltage, il n'y a pas de favoritisme? Il n'y a pas de favoritisme, à ma connaissance, et vous allez voir quand on abordera sous un autre contexte les infrastructures routières, vous verrez qu'il y a une logique. Qu'aujourd'hui, la décision a été de dire on relie tous les chefs-lieux de communes par une voie revêtue. Il n'y en avait pas 40 en 2016. Nous sommes à un pas d'atteindre cet objectif qui sera atteint avant la fin du deuxième mandat du président Talon. Maintenant, une fois qu'on a relié tous les pôles, les villes doivent être aménagées pour pouvoir drainer toute la production agricole et tout leur potentiel vers des points où les échanges peuvent se faire. Si vous n'avez pas un marché, si vous n'avez pas... vous avez compris ce que je veux dire. C'est toute une logique qui touche d'autres secteurs dont je ne suis pas en charge, mais c'est global. Mon rôle étant celui de quand même l'aménagement du territoire, je suis amené à discuter de tous ces sujets avec les collègues pour que nous restons
dans une cohérence qui favorise le développement territorial. Justement, parlant d'asphaltage, si vous permettez, Eric Guédelon, les collègues, j'allais dire, les populations aussi ont vu tout ce qui a été fait et qui fait la fierté de nous, Béninois. On va aussi aller sur le terrain pour voir ces images prises par Jennifer Sachivi. L'asphaltage, un projet d'aménagement et de réhabilitation de voiries urbaines primaires, secondaires et tertiaires. Le projet modernise les infrastructures urbaines en procédant à la réhabilitation et à l'aménagement des routes. La phase A du projet, ayant connu un franc succès, a vu construire à travers plusieurs villes du Bénin plus de 672 km de voies et s'est achevée en 2021. C'est la zone la plus fréquentée, la plus animée de parcours parce que, bon, vu qu'il y a une belle voie très bitumée, il y a également des lampadaires qui, même s'il n'y a pas l'électricité, s'allument, mais bon, ça éclaire le quartier. Le travail est impeccable et les infrastructures nous permettent de dormir tranquille car les problèmes d'insécurité et d'accidents ne se posent plus. Du fait que la voie est très large, ça nous permet d'aller plus rapidement. Ça, c'était un point. Et le second point est que, par exemple, ma moto qui est là, depuis que j'ai eu accès à cette voie, par exemple, je ne vais plus chez les mécaniciens comme avant. Parce que, forcément, quand la voie est bonne, forcément, on va vite passer et la moto serait plus en état. Donc, c'est un avantage. Le gouvernement, sur forte demande des populations, a mis les bouchées doubles pour le lancement de la phase B. Cette deuxième phase du projet asphaltage est destinée, comme la première, à la réhabilitation et à l'aménagement de la voirie urbaine dans 6 communes, à savoir Cotonou, Parakou, Djougou, Porto Novo, Kandi et Abomey-Calavi. Elle va durer 3 ans. On doit remercier le gouvernement du président Talon. Remercie le président Talon lui-même. La ville de Cannes va devenir comme Cotonou. Ça va devenir une très belle ville comme Cotonou, quoi. Nous allons vivre en paix, en joie. Quand vous doit roter, bon, mais possible, si on est pédant, et wa blotiti ni John, talk nous vissons, et wa blon ni bedjacho, ni nous comme vous regardez. Et la tchani. La particularité de la deuxième phase du projet asphaltage, c'est qu'elle est exécutée en même temps que le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. Ce programme, quant à lui, est destiné à traiter 16 villes, à savoir Cotonou, Porto Novo, Semekoji, Abomey-Calavi, Parakou, Lokossa, Natitengu, Pobé, Alada, Kandi, Djougou, Dassazoumé, Ouida, Aplahoué, Abomey et Boïkon. La réalisation de l'ensemble de ces 2 projets permettra à l'horizon 2026 de construire plus de 200 km de grands collecteurs d'eau pluviale, plus de 230 km de voies, d'équiper les rues et les espaces aménagés en lampadaires solaires dernière génération, en panneaux de signalisation de sécurité routière, la création d'espaces verts, la réparation des clôtures des écoles, ainsi que la construction de nouvelles salles de classe des abords des rues traitées. Le pilier 3 du PAG prévoit l'amélioration des conditions de vie des populations. 20 000 logements sociaux et économiques, les travaux ont évolué à plus de 60% déjà. Pour une durabilité de ces différentes infrastructures, un entretien est indispensable. Et pour cela, le gouvernement a créé la Société de gestion des déchets et de la salubrité. La SGDS vise à assurer la collecte, le tri et le recyclage des déchets. La société assiste également les communautés locales dans la mise en place de meilleures solutions en ce qui concerne la gestion des déchets et dans la préservation de l'environnement. Monsieur le ministre, ces images témoignent à suffisance de la transformation de nos villes. Mais comment on peut mesurer l'impact dans la vie du citoyen? Vous en avez qui vous diront qu'on ne mange pas les pavés. Oui, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ça a été dit avant l'époque du président Talon. Dans les joutes politiques, on ne mange pas les pavés, on ne fait pas il faut régler les problèmes sociaux. Je suis d'accord. Mais c'est de l'investissement qui participe à l'amélioration du social. Comment?
On a du mal à parfois. Je veux citer encore le président Talon qui dit on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est ce qu'il a dit à l'Assemblée la dernière fois. Les ouvriers, vous voulez dire qu'ils travaillent, c'est ça? En termes de création d'emplois, nous avons battu tous les records. Déjà pendant la phase construction, moi j'ai été à Nad Titengo pour un contrôle où ils sont allés jusqu'au Burkina, aller chercher des coffreurs, des ferrailleurs, parce qu'il n'y en avait plus dans la région. On avait tout pris. On avait tout pris. Moi je recherche, j'ai parlé à un ami ingénieur, je lui ai demandé de me rejoindre au cabinet. Il a dit non, c'est pas possible. Combien tu vas me payer? Aujourd'hui, je travaille pour les entreprises, pour les bureaux d'études, pour les missions de contrôle. Je ne dors pas la nuit, c'est vrai, mais je gagne entre 15 et 20 millions par mois. Par rapport aux travaux que vous avez créés, il y a du travail partout. Et tu veux que je vienne te rejoindre dans ton cabinet, tu vas payer combien? Donc c'est moi-même qui ai créé une situation dont je suis victime. Mais au-delà de ça, j'étais dans une réunion politique où ça tiraillait un peu, dit oui, vous faites des infrastructures, vous faites des... Et c'est un étudiant qui a pris la parole, qui a volé à mon secours pour démontrer que faire une voie pour partir du centre-ville Ganri pour aller à Gla-Plomé, c'est du social. Il a dit à tout le monde que lui, les étudiants, ça fait plus de 20 ans. Il a grandi dans ça. Il vit à Gla-Plomé. Pendant la saison de pluie avant, il ne travaillait pas. Parce qu'il n'y avait pas de route. Il est obligé de chômer. Et quand il peut sortir, c'est difficilement qu'il fait 3 allers-retours à Gla-Plomé, Ganri, à Gla-Plomé, Topa. Et quand il finit le 3e tour, il est complètement abattu, fatigué, courbaturé. Il doit prendre des cachets et dormir. Et que depuis que Asphaltage est venu à Gla-Plomé, il aligne 15-20 tours allègrement par jour. Il gagne 4-5 fois plus que ce qu'il gagnait avant. Il a plus de moyens pour améliorer sa maison, s'occuper de sa famille. Et qu'il lui n'a pas besoin d'accompagnement social. Tout ce que lui demande, c'est qu'on travaille sur son instrument de travail, qui est la route, qui est l'environnement, et qu'en plus de tout ça, sa moto ne tombe plus en panne. Il n'a plus de problème du tout. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut faire du social autrement? Je suis convaincu que tout ce qui crée de la richesse, parce que n'oubliez pas que sur le pilier 2 du PAG, sur le pilier 2, c'est-à-dire engager la transformation structurelle de l'économie, et sur le PAG 2, poursuivre la transformation structurelle de l'économie, c'est ça, faire les investissements productifs. Je pense que la route, les infrastructures de voirie et d'assainissement participent de ce que... Et il faut fondamentalement créer aux gens les conditions de travail. Un autre exemple simple. Ça, c'est une étude. Vous pouvez aller à la Banque mondiale et vérifier. Pour les investissements publics, on appelle ça investissement public en milieu urbain. Pour 1 franc investi par l'État dans les infrastructures, au bout de 3 ans, le privé a investi 15 francs. Ça dope l'économie nationale, ça dope l'économie locale. Allez voir... L'État le sent déjà, mais peut-être les particuliers n'ont pas encore ce retour dans leur poche. Ah, ben que si. Allez voir dans les cocotiers comment les travaux sont en cours, comment les loyers sont modifiés, comment tout le monde est en transformation, comment des maisons abandonnées depuis des années ont été rénovées et remises en location. Ce n'est pas Cocotier seulement. Hein. Vous pouvez aller à Gla, les zones où personne n'allait louer avant. Derrière Ciné Concordat à Papa, qui pouvait passer là pour rejoindre la route de Porto Novo. Si vous passez tout le long, toutes les maisons ont été terminées, construites, occupées, habitées. Ça, ce n'est pas de l'argent, à part les impôts, ce n'est pas de l'argent qui rentre directement dans la poche de l'État. C'est que les individus profitent déjà de cette infrastructure-là immédiatement. Ils ont même la capacité d'anticiper. Vous amenez une route, le foncier est valorisé par 2, par 3. Donc ça, la valeur foncière, et les gens alignent automatiquement les prix de vente de leur terrain. Les gens alignent les loyers et autres. Donc un investissement qui assure la croissance économique, forcément, est un investissement social. C'est ma compréhension basique de ce qu'il faut faire dans le social. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres points, comme le microcrédit, comme la santé, comme l'éducation et autres. Mais si l'Afrique veut sortir de la pauvreté, nous devons investir
dans les infrastructures structurantes pour nous développer. C'est très important et c'est ce que le gouvernement fait sous la conduite du président Talon depuis 2016. Sur la gestion de la question de l'inondation à Cotonou, à travers le PAPC, nous avons noté la réalisation des retenues d'eau. Est-ce que c'est la meilleure option à l'ère nouvelle aujourd'hui dans le monde? Il y a eu, chaque site a ses caractéristiques et vous impose des solutions techniques. Il y a eu une analyse, il y a eu des études hydrologiques. Nous avons, il y a une étude que les banquiers appellent étude HH. Il faut calculer globalement toutes les capacités hydrologiques du site. Cotonou n'a pas de pente. Cotonou n'a pas de pente pour drainer toutes les eaux vers la mer ou vers le lac Nokoué. Ensuite, le lac Nokoué reçoit les eaux du fleuve. Quand il pleut au nord, le lac Nokoué lui-même déjà est un facteur d'inondation. Donc il faut avoir des rétentions intermédiaires d'eau. Sinon, quand vous êtes dans l'impossibilité de... Vous avez vu qu'à une époque, ici, on n'a pas fait toutes ces infrastructures-là. Dans des collecteurs, les collecteurs étaient pleins parce que le niveau du lac Nokoué ne leur permettait plus. Si vous allez à Papa ou au nord de... Vous verrez que l'eau est stagnée dans le collecteur simplement parce que le niveau du lac Nokoué ne permettait plus à l'eau de se déverser dans le lac Nokoué. Donc, il faut procéder par des rétentions intermédiaires, optimiser le potentiel topographique du terrain, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, ces bassins doivent être entretenus. Vous avez vu voir que de la jacinthe, un certain nombre d'herbes envahissantes poussent dessus. Il y a un système d'entretien pour gérer tout ça. Donc, c'est une combinaison de l'utilisation de tous les exutoires. La mer en est une, l'océan. Le lac Nokoué en est un dans certaines périodes, mais ces rétentions-là aussi vont être en situation temporaire pour éviter que quand ça déborde, des quartiers qui s'inondaient ne s'inondent plus. Et donc ce n'est pas une mauvaise solution du tout. Vous savez que vous avez des zones où les gens n'ont ni fleuve, ni lac, ni mer, ils doivent faire de l'assainissement. C'est la seule option qu'ils ont de le faire. Okay. Trouver des exutoires artificiellement construits pour gérer les inondations. Et ça... aujourd'hui, nous pouvons lever la tête et dire que nous sommes en train d'installer des infrastructures résilientes, que nous avons mis en place les moyens qui nous permettent de lutter efficacement contre les inondations. Nous n'avons pas fini, c'est en cours. Contre l'érosion côtière. Ça, c'est les impacts négatifs dus au changement climatique, ça, la modification du climat. Et donc, il faut avoir des infrastructures que les inondations n'emportent pas à la première saison, que des zones d'habitation, que les déferlements de l'érosion côtière n'emportent pas. Nous travaillons en même temps sur tous ces aspects-là. Et je pense que les conditions de vie des populations du Grand Nokoué aujourd'hui et des autres, vous avez vu, on a parlé de 16 villes, moi je parlais de 12 villes, on a parlé de 16 villes dans lesquelles nous sommes. Sur ces actions-là, ça s'améliore. Et je peux vous dire que aller déposer 20 km de voies revêtues dans une ville autre que Cotonou, c'est immédiatement visible. De la route, de l'assainissement, des alignements plantés, de l'éclairage public. Ça change la vie des gens et ça change leur envie de se développer eux-mêmes, et de développer leur cadre de vie et de participer au développement de leur cadre de vie. Et c'est ce que nous observons sur le terrain. Parlant de participer à leur cadre de vie, on a quand même rencontré quelques populations de certaines zones autrefois inondées, cette vie, où des gens applaudissent vraiment ce que le gouvernement fait par rapport à ces actions de correction. On va suivre ces populations qui nous disent leurs impressions après les travaux de PAPC menés dans leur quartier. Quand on prenait par ici, l'eau venait sur la poitrine. Les ordures, les déchets, un peu de tout, c'est là, les gens viennent vider. On est à Paris. Franchement, on est à Paris. Ils sont en train de faire un travail formidable. Le nouveau départ là, c'est vraiment le nouveau départ. C'était vraiment une zone inondée, impraticable quoi. Tu déposes n'importe quoi, tu ne vas même pas trouver qui va venir te dire qu'est-ce que tu vends. Parce que les gens ont peur de se noyer. Ici, c'était la brousse. Les braqueurs viennent opérer au niveau du pont. Ils abattent un travail énorme. Si ses prédécesseurs avaient fait pareil, le pays ne serait plus à ce niveau de développement.
À côté ici, par exemple, les propriétaires cherchaient à vendre leurs parcelles et partis d'ici à cause de l'inondation et du bas-fond. Après les travaux, ils ont changé d'avis. Ceux qui disent qu'il ne fait rien sont ceux qui étaient dans les magouilles et les détournements par le passé. Je lui souhaite longue vie. Si je peux le rencontrer, je vais lui serrer la main. S'il fait bien, il rentrera dans l'histoire. Je vis ici depuis 2006. Sans vous mentir, on ne pouvait pas circuler. En saison pluvieuse, toutes les maisons étaient inondées. Même le CG était inaccessible. Aujourd'hui, quand il pleut, il n'y a plus d'inondation. Nous remercions le gouvernement. Cotonou s'est métamorphosé. Aujourd'hui, on peut rapidement rallier d'autres quartiers. La zone est aujourd'hui éclairée. On peut rester en ville jusqu'à 2 heures du matin sans s'inquiéter. Tout est beau et chic. Nous remercions le gouvernement. Alors, monsieur, vous avez suivi avec nous ces populations qui disent toute leur grande joie de voir aujourd'hui les quartiers plus propres, qui ne s'inondent plus. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. J'allais dire. Alors, on va parler quand même d'un autre projet qui fait quand même la fierté. Vous avez vu que ce n'est plus l'époque des maquettes. On a quitté les maquettes pour la réalité. Les maquettes étaient un passage obligé. Je ne savais pas pourquoi on nous reprochait de faire des maquettes. Il fallait étudier correctement pour éviter des éléphants blancs. C'est ça qui a marqué notre passé récent, les éléphants blancs. Alors, on va parler encore d'autres projets quand même qui font la fierté des Béninois. C'est les cités les cités qu'on a érigées à Ouedo, des choses quand même qui font la fierté de nos compatriotes. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ces maisons sont à la portée du Béninois moyen? Parce qu'on a vu les prix qui ont été avancés, les gens ne commencent pas à l'acheter, mais on a comme l'impression que ce n'est pas pour tous les Béninois, que les gens disent que c'est pour la diaspora. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des Béninois qui vivent au Bénin ici. Allez voir les jeunes cadres qui sont dans les banques, qui sont dans les entreprises, qui sont dans les sociétés, qui sont dans l'administration. Ils ont un salaire un peu plus élevé. Oui, mais si vous ne commencez pas par réduire, par répondre à un besoin existant, c'est ça qui fait que ceux qui ont plus d'argent se positionnent sur des logements qui doivent revenir aux plus pauvres et le rendent plus cher. Vous allez dans un quartier, vous avez un appartement qui devait coûter 50 000. Si excusez-moi, ce n'est pas péjoratif ni négatif, si le hibou qui vient, qui veut cet appartement-là, s'il n'a pas trouvé une solution, il va aller proposer 200 000, là vous payez 50 000, il va vous sortir de là. Donc nous sommes obligés en tant qu'État, pouvoir, de montrer le chemin. L'État n'a pas pour vocation de fournir du logement à tout le monde. Nous voulons créer un environnement incitatif, montrer comment ça doit se faire pour que le privé s'y lance. Donc ce programme de logement économique et social est un programme qui est totalement, entièrement à la portée des Béninois. Quand les prix ont été annoncés, vous allez voir. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans, dans 3 ans, pour voir s'il va en rester. Ça veut dire quoi? S'il n'en restait pas, ça veut dire que le prix est juste. Et moi, je suis sûr que le prix est même moins. Le prix où l'État fait les logements, il sera difficile pour les promoteurs privés de le faire au même prix. De faire le même prix. Simplement parce qu'il y a toujours la volonté de faire bien, de faire de la grande qualité et l'obligation pour l'État de subventionner pour rendre ça accessible. Et l'un des critères d'accessibilité, c'est les conditions d'achat de ces logements-là. Nous avons fait la location à cession, où aujourd'hui, vous n'avez pas, dans tous les programmes de logement qui existent, vous devez aller faire un dépôt, on vous dit dépôt initial 30%, 20%, 25%, et puis après vous commencez à payer un loyer. Aujourd'hui, vous rentrez avec ce que prévoit le bail, location, habitation, vous rentrez avec une caution de 2 mois et vous commencez à payer votre loyer et vous êtes propriétaire. Je m'explique. Pour les logements sociaux, la catégorie B, où le taux est autour de 3,5% parce que c'est subventionné,
vous avez 25 ans. Donc si c'est 90 000 ou bien 100 000 que vous payez en rentrant, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est ça que vous allez payer jusque pendant les 25 ans et ça deviendra votre propriété. Si au cours de route, vous avez des ressources, vous pouvez clôturer ce bail, payer le reste et garder votre maison. Les autres, c'est 17 ans. Mais c'est seulement le loyer. Et ça, c'est une innovation. C'est une innovation du gouvernement du Bénin de faire des logements économiques et sociaux sans demander d'apport initial aux acquéreurs. Nous avons été invités par la Banque mondiale à BOAD pour aller présenter le mécanisme financier qu'il y a autour du programme du Bénin. Non seulement le Bénin innove pas un programme de par son ampleur, de par la qualité, tous ceux qui vont là-bas disent que ce n'est pas du logement économique, que c'est du logement de standing moyen, qui est vendu au cours du standing économique, du logement économique. Et maintenant, l'aménagement. C'est une cité, c'est une éco-cité, c'est une ville verte. Vous allez voir la qualité de vie, c'est ce que nous ambitionnons pour les villes futures à venir. On a voulu faire une démonstration. Je l'ai dit en lançant cette opération que même les opérations privées qui sont à côté, le gouvernement est soucieux d'améliorer les conditions de vie de ceux qui y sont. Parce que le programme qui était à côté du programme de Wedo, les rues n'étaient pas aménagées. Et comme c'est un apport, c'est un rôle que l'État a choisi de jouer, d'apporter la viabilisation, nous avons décidé, sur instruction du président de la République, d'aménager toutes les rues de cette cité qui est à côté de la cité de Wedo, qui était une cité privée totalement vendue et habitée déjà. C'est pour vous montrer que non seulement ce n'est pas des logements hors de portée, la vente, les inscriptions nous démontrent déjà que tout le monde est partant, mais c'est un produit de grande qualité qui est largement subventionné parce que la volonté d'améliorer les conditions de vie des Béninois et de faire la démonstration pour montrer aux promoteurs immobiliers privés de ce qu'il faut faire. C'est ça qui se passe à Wedo, c'est ça qui se passe à Porto Novo parce que nous avons une cité à Porto Novo, c'est ça qui se passe à Parakou également parce que la cité de Parakou aussi est déjà en construction. Et c'est ça qui va se passer dans 12 autres villes qui sont dans le programme parce qu'il y a une phase 2. Ce n'est pas que la phase 1. Nous avons pris du retard parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire. Et je crois que nous, on refuse d'avoir des éléphants blancs. Nous pouvons avoir des problèmes en cours de route, mais l'obligation que nous avons, c'est de trouver des solutions à ces problèmes-là pour que les projets soient des projets terminés et proprement terminés. Depuis le lancement de cette opération, quel est l'engouement qui est remarqué ou constaté autour de ces logements par les citoyens béninois? Les inscriptions sur le site, en attendant que les contrats, les affectations ne commencent, dépassent largement la possibilité que nous avons sur ce site-là déjà. Donc l'engouement est total. Que ce soit à Wedo, que ce soit à Porto Novo, que ce soit à Parakou, Parakou n'est pas encore lancé, mais Porto Novo et Wedo sont lancés. Parakou, nous sommes dans les travaux, on va finir cette année et ça va être lancé en même temps. Okay. Mais la demande dépasse largement l'offre et ce que le gouvernement souhaite, c'est que nous avons ici un dispositif d'agrément des promoteurs immobiliers privés. Et nous souhaitons vraiment que les privés se mobilisent parce que ce n'est pas le rôle de l'État de faire de la promotion immobilière. Nous voulons montrer le chemin et ensuite encourager par des mesures incitatives les privés à y aller. Alors, Monsieur le ministre, il y a quand même un phénomène qui touche le monde entier, c'est le changement climatique. Notre pays n'est pas épargné. Je sais qu'au Bénin, on fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore ça. C'est vrai que la lutte contre l'érosion côtière est une action phare que nous menons au pays. Notre budget aujourd'hui est collé à tout ce qui est en lien avec le changement climatique. Est-ce que vous ne pensez pas, comme je le dis, qu'on pourrait mieux faire pour contrer ce changement climatique au lieu d'attendre que ce soit les grandes puissances plus grosses pollueurs de notre planète qui nous viennent en aide? Nous pourrons certainement mieux faire, nous devons mieux faire. Mais nous avons fait des pas de géant. Je pense que le Bénin est certainement l'un des pays africains, j'allais même dire mondiaux, où le président de la République et le ministre de l'Économie et des Finances sont sensibles aux questions du climat. Nous avons un conseil béninois de développement durable, présidé par le président de la République lui-même. Nous avons une autorité d'enregistrement des projets carbone pour la mobilisation du financement vert.
sous la houlette du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Nous avons aujourd'hui, nous sommes allés à la COP, on était le seul pays à avoir tout le dispositif d'encadrement des projets et d'enregistrement des projets carbone. Faisons un bilan, tous les projets PAG, le bilan carbone est fait, les études d'impact environnemental et social sont faites, les certificats sont délivrés après que les PGES, les programmes, les plans de gestion environnementale et sociaux soient validés. Avant, c'était l'exigence des projets financés par les bailleurs seulement. La démarche, l'intégration de l'environnement et du climat dans la programmation budgétaire est actée par la loi des finances. Donc, nous sommes partie prenante aux côtés du ministre des Finances pour la planification et la programmation budgétaire. Je ne vais pas citer les projets détails. J'ai parlé du PAVIC, projet d'adaptation des villes au changement climatique. Toute notre côte aujourd'hui est largement avancée sur la maîtrise de l'érosion côtière. Le dernier maillon sur lequel nous sommes, c'est le maillon régional que nous partageons avec le Togo, 3 km de côte, depuis Abaudranfort jusqu'à l'embouchure du Roi à Grand Propos, où le Bénin est le premier pays africain à expérimenter la nouvelle technique de protection côtière qu'on appelle le moteur de sable. Si vous allez à Grand Propos, vous ne verrez pas beaucoup d'épis, vous verrez que des petits épis, mais on constitue un moteur de sable qui alimente l'érosion et qui corrige l'érosion sur 15-20 ans. Ça préserve les plages plus belles parce que les épis sont quand même des enrochements qui dégradent l'esthétique des plages. Vous avez dû voir que sur le volet environnemental, nous avons commencé à draguer les chenaux du lac Aémé. Djondji Rouclouan a été fait, nous faisons un dragage complémentaire. Et depuis qu'on a fait ça, la production de poissons et des produits halieutiques a bondi dans les chenaux au niveau de Djondji Rouclouan. Il y a également un programme d'assainissement, des plans d'eau pour réhabiliter également les sites en cohérence avec tout ce que nous faisons déjà dans la préservation et la protection des zones de mangrove, qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat et également participent à la beauté des sites balnéaires touristiques que nous sommes en train d'aménager depuis Fille-Rossé jusqu'à Grand Propos. Tout ça, c'est un ensemble, mais la question climatique et environnementale est gérée par le ministère du cadre de vie, mais en étroite collaboration avec d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'énergie, où les premiers plans d'adaptation au changement climatique ont été adressés pour ces secteurs-là. Nous les suivons ensemble, nous travaillons de façon collégiale, mais le Bénin est, je ne dirais pas le meilleur élève, mais un des élèves modèles en matière de démarche pour maîtriser le climat et maîtriser les impacts de l'environnement. Alors, Monsieur le ministre, on est à la fin de cet entretien. C'est vrai qu'on essaie quand même de parcourir les grands chantiers depuis l'avènement du président Patrice Talon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on quitte ce studio? Je pense que je suis un ministre très heureux parce que le président de la République est très sensible au cadre de vie et à l'amélioration du cadre de vie. Ça fait que les doléances qui sont portées à son niveau, sur sa table et sur la table du gouvernement, finissent toujours par trouver des solutions. Et les Béninois le perçoivent. Je souhaite vraiment que cette dynamique soit une dynamique qui continue aussi longtemps pour que le Bénin soit un pays exemplaire dans le domaine du cadre de vie et du développement durable. L'autre grosse infrastructure qu'on connaît, c'est la cité ministérielle. Ça démarre. Vous allez entrer dedans quand, Monsieur le ministre? Okay. Les préparatifs sont en cours. Les choses se passent plutôt bien. Nous aurons également une cité, pas seulement belle, mais une cité très fonctionnelle qui va impacter nos performances respectives. Vous allez vous rendre. Est-ce que cela règle définitivement le problème des ministres qui se trouvent dans des bâtiments loués au privé? C'est oui, définitivement. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre José Tonato. Avec vous, on a parlé un peu du cadre de vie, on a parlé un peu quand même du changement climatique, de tout, j'allais dire. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de tout aborder. Merci beaucoup à vous, merci à toi, Eric. Merci à vous, William Tchoki. Ce sera tout pour cet entretien et bonsoir sur vous. Merci à vous. Merci.